Entre l'Iran et les États-Unis, un cessez-le-feu a été adopté hier soir en 10 points, comprenant le retrait des forces américaines de la région, la non-agression des groupes alliés, la compensation des pertes iraniennes. 8 des 10 points mentionnés sont favorables à l'Iran, comparé à la situation d'avant-guerre. Cet accord ne met pas fin au conflit dans la région. Israël a bombardé massivement cet après-midi Beyrouth, capitale du Liban. Le premier bilan fait état de plus de 700 blessés et au moins 100 morts. Quel avenir pour la région ? Que vaut ce cessez-le-feu ? Jusqu'à quand le Liban va subir les agressions israéliennes ? On en parle tout de suite avec Quentin Muller, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, et Raphaël Maison, professeur de droit public et spécialiste en droit international. Bonjour Raphaël Maison, vous êtes avec nous en visio. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour. Je vous entends bien. Bonjour. Quentin Muller est légèrement en retard. Il va nous rejoindre tout à l'heure en plateau. Première question, peut-être pour clarifier, en quoi cet accord de cessez-le-feu engage les parties prenantes ? Quelles sont leurs obligations ? Est-ce qu'ils sont obligés de le respecter ? Écoutez, l'accord de cessez-le-feu, le respect de cet accord est basé sur un principe de droit international très simple, le principe qu'on appelle pacta sunt servanda, c'est-à-dire les accords conclus doivent être respectés, donc ça dépend de la bonne volonté des uns et des autres, mais normalement l'accord doit être respecté en principe. Mais bien entendu, il faut être très prudent puisque, comme vous le savez, les États-Unis ou Israël ont mené des actes d'agression, conduit des actes d'agression, des guerres d'agression en pleine négociation à 2 reprises maintenant, en juin 2025 et puis tout récemment, le 28 février 2025. Et il faut rappeler d'ailleurs que ce conflit débute par un acte d'agression des États-Unis et d'Israël, ce qui est un acte radicalement contraire à la Charte des Nations Unies. C'est un acte d'agression qui, malheureusement, n'a pas pu être condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque les États-Unis en sont un membre permanent, ni même par les États européens. On a eu un discours qui n'était pas du tout convaincant d'un point de vue juridique sur ce conflit, puisque... Justement, on va écouter la position des États-Unis, qui n'ont pas hésité à fanfaronner justement sur cet accord, par l'intermédiaire du ministre de la Défense, Pete Heges. Écoutez tout de suite. Au cours de la vague de frappes de la nuit dernière, qui a totalisé plus de 800 frappes, nous avons fini de complètement détruire la base industrielle de défense de l'Iran, un pilier essentiel de l'objectif de notre mission. Le peu qu'il leur reste, enfoui dans des bunkers, et tout ce qu'ils auront. Ils peuvent encore tirer, nous le savons. Leur système de commandement et de contrôle est tellement décimé qu'ils ne peuvent plus vraiment communiquer ni se coordonner. Ils pourraient donc encore tirer ici et là, mais ce serait très, très imprudent. En revanche, ils ne peuvent plus fabriquer de missiles, de roquettes, de lanceurs ni de drones. Leurs usines ont été rasées, ce qui constitue un recul historique. Quentin Muller vient de nous rejoindre sur le plateau. Merci d'être avec nous ce soir. Cet accord de cessez-le-feu, malgré ce que présente Pete Heges, est finalement très avantageux. On l'a dit en intro, 8 des points de cet accord sur les 10 présents sont finalement en faveur de l'Iran. Est-ce que les États-Unis essayent tant bien que mal de sauver l'image, parce que c'est un peu les grands perdants de ce conflit ? Oui, pour l'instant, ce sont les grands perdants de ce conflit. De toute façon, comment ce conflit pourrait être gagné et à la fois par Israël et à la fois par les États-Unis ? Impossible. Donc la victoire est impossible. Jusqu'ici, Donald Trump a essayé de sauver la face. Donc là, ils essayent de présenter cela comme une victoire, alors que avant même la guerre enclenchée par Israël et les États-Unis avaient conclu un accord de 0% d'enrichissement d'uranium avec Oman. Avec l'Iran via la médiation de Oman. Donc là, ils sont en train de régresser, puisque là, ils donnent des gages un peu plus à l'Iran, et surtout, l'Iran va se présenter comme le grand vainqueur de cette guerre-là, enclenchée, encore une fois, je le redis, par les États-Unis et Israël. Donc c'est du grand n'importe quoi. Raphaël Maison, l'accord prévoit même une fin de la majorité des sanctions qui ciblent l'Iran. Est-ce que c'est un accord crédible qui a des chances d'être appliqué ?
Je voudrais revenir un instant, si vous le voulez bien, sur cette déclaration de Pete Hegseth, parce Oui, bien qu'il sûr. faut vraiment signaler que ce ministre est un néofasciste, c'est quelqu'un qui promeut la violence, qui entend ne pas respecter du tout le droit de la guerre, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas croire. Et moi, je me réjouis quand même de cet accord d'hier soir, puisque juste avant, Donald Trump avait proféré des propos Oui. absolument inadmissibles, extrêmement choquants, une menace d'extermination. Je le rappelle, parce que c'est quand même très important. Mm. Il avait écrit: ce soir, la civilisation iranienne mourra pour ne plus renaître. C'est une menace d'extermination. C'est absolument contraire au droit international. Et Pete Hegseth ne cesse de faire des déclarations de ce type. Alors, s'agissant du succès de l'Iran, je dirais, il faut quand même être un petit peu prudent, parce que là, on a un cessez-le-feu. On a une base de négociation, les 10 points proposés par l'Iran, mais ce n'est pas du tout acquis encore. Ce n'est pas du tout certain que les 15 jours de négociation aboutiront vraiment à la fin du conflit, puisque les États-Unis sont bien susceptibles de reprendre le combat, ou que tout puisse être validé dans la base de négociation que l'Iran a réussi à imposer. Donc je crois qu'il faut rester très prudent. Totalement. On n'a pas encore d'accord. Totalement, vous avez tout à fait raison. Et il faut rappeler que lors des accords sur le nucléaire en 2015 avec l'administration Obama, ces accords-là avaient été ratifiés, mais les sanctions n'avaient pas été levées pendant très longtemps. Ce sont les États-Unis qui se sont retirés de cet accord. Bien sûr, en 2018, après sous Trump, mais déjà sous Obama, les sanctions n'avaient pas été levées et les entreprises internationales n'avaient pas pu investir en Iran malgré ces accords-là. Donc il faut évidemment être très prudent. Et moi, je vois pas trop dans quel monde encore. Aujourd'hui, à ce moment-là, dans ce moment de tension, les États-Unis pourraient lever des rechefs les sanctions et l'Iran pourrait se reconstruire comme ça. Non. Et puis déjà, c'est un cessez-le-feu, donc c'est provisoire, c'est extrêmement précaire. Et puis on sait très bien que Israël a l'habitude de violer les cessez-le-feu. Ils ont violé le cessez-le-feu avec le Hezbollah 15 000 fois. Donc tout ça est très fragile, évidemment. On va en parler justement. Mais j'ajoute quand même qu'il serait important que ces sanctions soient levées, car les rapporteurs spéciaux de l'ONU, par exemple, ou les experts de l'ONU, s'agissant des droits fondamentaux, ont alerté à maintes reprises sur l'impact majeur qu'ont eu ces sanctions sur la population iranienne. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle des mesures coercitives unilatérales. Parfois ici, elles ont été partiellement imposées par le Conseil de sécurité, mais elles ont un impact majeur sur les populations et sur la population iranienne. On va parler justement des violations de cessez-le-feu avec ce qui se passe au Liban. On l'a dit en introduction, le régime colonial israélien a bombardé massivement Beyrouth cet après-midi. Le premier bilan, on parle de plus de 100 morts et 700 blessés. En Conseil de sécurité, Emmanuel Macron a réagi à cet accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. On l'écoute. Sur le Liban, qui à date est aussi inclus dans le cessez-le-feu, ce qui est une bonne chose et même une chose indispensable, et où les frappes ont cessé ces dernières heures, la situation est critique. Le Hezbollah a fait la faute stratégique en attaquant Israël et en entraînant le Liban dans la crise régionale, mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à la fois par ce à quoi nous avons assisté par les frappes et l'occupation du sud Liban d'Israël ne peut pas être une réponse dans la durée, nous le savons. Et donc, notre souhait dans ce contexte, c'est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban. Et depuis, la Maison-Blanche a clarifié en tout cas que le Liban ne fait pas partie de l'accord. C'était des déclarations qui ont été faites à des journalistes d'Axios et que tout le monde le sait très bien. Quentin, est-ce que Téhéran a lâché le Liban ? Est-ce que Téhéran a lâché le Hezbollah ? Non, ça c'est pas possible de le dire là maintenant. De toute façon, le soutien de l'Iran au Hezbollah depuis le 7 octobre et donc de l'entrée en guerre du Hezbollah, enfin une entrée en guerre parcellaire contre Israël, il est minime. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de soutien militaire de la part de l'Iran, à part envoyer évidemment des instructeurs, des militaires, des conseillers
censé épauler le Hezbollah. Il n'y a pas eu une aide totale de l'Iran vis-à-vis du Hezbollah, et on peut l'analyser comme une espèce de frilosité à l'époque de l'Iran de s'engager justement dans la guerre, dans cette guerre contre Israël. Donc là, parler d'abandon du Hezbollah par l'Iran, c'est un peu compliqué de le dire. Après, aujourd'hui, je pense que le Hezbollah obéit maintenant vraiment, parce que ça a été une organisation qui a pris une telle place politique au Liban, politique, commerciale, économique, que c'était devenu une excroissance de l'Iran. Mais aujourd'hui, moi je dirais que le Hezbollah est vraiment dans la main de l'Iran. Et donc le Hezbollah, de ce qu'il en reste en tout cas, appartient vraiment à l'Iran, contrairement par exemple aux Houthis. Les Houthis, justement, on en parlera un tout petit peu plus tard. Mais est-ce que les États-Unis ont négocié cet accord de cessez-le-feu en partant du principe qu'en cas de besoin, Israël se chargera des attaques militaires dans la région, finalement? Est-ce que c'est pas une nouvelle carte blanche accordée par les États-Unis à Israël, Raphaël Maison? Je voudrais juste dire un mot sur la question précédente. Je ne sais pas si le Hezbollah est dans la main de l'Iran, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais je signale que dans les points avancés par l'Iran s'agissant des négociations à venir, il y a un point qui concerne où l'Iran exige la fin de la guerre contre tous les acteurs de ce qu'ils appellent l'axe de la résistance. Donc ça va faire partie des négociations. Pour le moment, le cessez-le-feu ne s'étend pas probablement au Liban, mais dans la négociation qui va avoir lieu, l'Iran annonce qu'il demandera donc la fin de la guerre contre tous les acteurs de ce qu'il appelle l'axe de la résistance. Ça comprend bien entendu le Hezbollah, les Houthis et aussi les groupes armés palestiniens, je suppose. Sur votre question, moi je ne pense pas que les États-Unis ont négocié en se disant qu'Israël se chargerait des attaques. Je pense que c'est plutôt Israël a très largement besoin des États-Unis, comme on l'a vu récemment, s'agissant de Gaza, et il en a besoin aussi au Liban. Il a eu besoin des États-Unis pour attaquer l'Iran. Donc je ne dirais pas les choses de cette manière, mais je ne peux pas répondre au fond sur la question est-ce que les États-Unis ont négocié ce cessez-le-feu en pensant qu'Israël se chargerait des attaques. Je dirais que ce qu'on a entendu de la part des observateurs récents, des analystes récents, c'est que l'origine de l'agression contre l'Iran du 28 février 2026 est très largement liée à Israël. C'est en tout cas ce qu'a dit Joe Kent après avoir démissionné, vous savez, le responsable du contre-terrorisme américain. Donc je dirais que Israël a vraiment besoin des États-Unis, peut-être plus que les États-Unis n'ont besoin d'Israël. Enfin, c'est difficile à évaluer, évidemment, mais je ne dirais pas les choses comme cela. Il y a une enquête de Reuters qui est sortie il n'y a pas longtemps qui a révélé que quelques heures avant les bombardements américains et israéliens sur l'Iran, Netanyahou avait eu au téléphone Donald Trump et lui avait dit, l'avait persuadé de rentrer en guerre contre l'Iran parce qu'il y avait une fenêtre de tir, parce que les renseignements israéliens avaient notifié le fait que Ali Khamenei, le guide suprême, avait une réunion avec plusieurs acteurs, et donc c'était le moyen de l'éliminer, de l'assassiner même, et donc voilà pourquoi les États-Unis seraient rentrés en guerre, parce que il y avait cette fenêtre d'opportunité vis-à-vis de Khamenei. Et comme Joe Kent l'a dit, et Joe Kent, Dieu sait que c'est pas un gauchiste, c'est même un fasciste d'extrême droite qui a été nommé par Donald Trump. Lui-même reconnaît que c'est Israël qui a vraiment entraîné les États-Unis dans cette guerre. Après, vis-à-vis du Liban, c'est un peu différent. Je dirais que le Liban est devenu le précaré en fait d'Israël, comme une partie de la Syrie maintenant, et la Cisjordanie et Gaza. C'est un précaré, et je ne crois pas que Israël ait besoin du soutien américain pour bombarder Beyrouth, même si à un moment donné, en termes de munitions, ça va peser. Mais en tout cas, les États-Unis continueront de fournir des armes, et pas que les États-Unis, d'ailleurs l'Allemagne et la France. Mais d'ailleurs, le Liban, malgré une position assez particulière dans le traitement médiatique européen, parce qu'il y a un soutien occidental qui est assez fort, en tout cas symboliquement, au Liban. Là, aujourd'hui, ou même dans les semaines précédentes, les Libanais sont laissés à la merci des bombes israéliennes. Comment expliquer cette impuissance européenne? Est-ce que c'est aussi symptôme de l'impuissance du droit international, Raphaël Maison?
Moi, je suis pas sûre qu'il y ait un soutien occidental ou européen très fort au Liban, parce que l'accord de cessez-le-feu de l'automne 2024 était par exemple devait être garanti par la France. Il a été violé de manière récurrente par Israël et on n'a pas vu beaucoup d'activités diplomatiques des États européens s'agissant du respect de cet accord de cessez-le-feu. Par ailleurs, je dirais que les États occidentaux ne prennent pas en compte toute une partie de la population libanaise représentée par le Hezbollah dans sa branche politique. Au contraire, ce mouvement est stigmatisé, sa branche militaire pour le moins inscrite sur les listes terroristes de l'Union européenne. Donc, moi, je ne dirais pas que les États occidentaux soutiennent le Liban à proprement parler. Alors, le droit, est-ce que c'est un symptôme de l'impuissance du droit international? Je dirais il est difficile à imposer ce droit international dès lors que vous avez au Conseil de sécurité un État, les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale et qui ont une politique criminelle. Donc évidemment, c'est difficile d'avoir des sanctions, mais je pense qu'il reste important de le soutenir et de le dire, car il permet de qualifier le réel, par exemple, de qualifier l'agression contre l'Iran. Et je signale d'ailleurs, c'est intéressant, dans les points avancés par l'Iran comme base de négociation, il y a l'un des derniers points, c'est la ratification de l'ensemble, enfin, l'acceptation de l'ensemble du plan iranien par une résolution obligatoire du Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'un certain nombre d'États continuent de croire dans le droit international qui a pour objectif pour objectif de ne pas mettre en difficulté les États les plus faibles, éventuellement de les protéger, puisque le recours à la force est interdit en droit international. Donc voilà, je dirais que c'est une marque d'impuissance en ce sens qu'il est difficile de faire appliquer le droit international, mais néanmoins, ces normes fondamentales doivent être soutenues et redites constamment, ce qu'on ne fait guère, puisque, comme je l'ai indiqué d'emblée, les États occidentaux n'ont pas qualifié l'agression contre l'Iran. Et en juin 2025, au contraire, ils avaient dit qu'Israël agissait en légitime défense dans son attaque contre le Liban. Donc ça, c'est des discours complètement inversés qui sont extrêmement problématiques et je pense qu'il est nécessaire de rétablir une forme de réalité ou de vérité par le recours au droit international. Pour parler enfin, vous avez fait mention d'un soutien des États européens vis-à-vis du Liban. Bon, peut-être que vous vouliez mentionner potentiellement le fait qu'il y ait une grande diaspora libanaise en Europe. Souvent, cette diaspora, même s'il y en a plusieurs, des diasporas libanaises en Europe, souvent, cette diaspora, ce sont quand même les Maronites. Et les Maronites, dans la grande majorité de cette communauté, et je ne veux pas faire d'association pour dire que tous les Maronites pensent comme ça, c'est pas le cas du tout. Mais beaucoup de Maronites pensent que la guerre dans le sud du Liban, qui existe depuis le 7 octobre, c'est-à-dire qu'il y a des bombardements constants de la part d'Israël, qui, encore une fois, n'a pas respecté le cessez-le-feu 15 000 fois depuis l'accord de cessez-le-feu en 2024. Mais comme ça touchait pas Beyrouth et ça touchait surtout des provinces du Sud, il y a beaucoup de Libanais qui considéraient qu'il n'y avait pas la guerre. Qu'il n'y avait pas la guerre au Liban et que la guerre, là, c'est depuis seulement les bombardements à Beyrouth ou à Tyr. Voilà. Donc, il n'y avait pas la guerre et que c'est à cause du Hezbollah qu'il y a de nouveau la guerre. Mais non, en fait, il y avait la guerre dans le sud du Liban depuis un moment. Et donc, forcément, les États européens, étant la plupart du temps soutenant bec et ongle Israël, quoi que Israël fasse, y compris en commettant des crimes et un génocide, par exemple, à Gaza, ne considérait que la situation au Sud-Liban n'était pas problématique parce qu'une grande partie de la communauté de la diaspora libanaise ne faisait pas non plus pression sur les États européens parce que la guerre, c'était pas à Beyrouth et c'était pas dans leur zone, c'était dans les zones du Sud-Liban, des zones chiites, des zones qui considèrent de toute façon abandonnées par l'État libanais ou ne faisant peut-être pas partie de l'État libanais, voilà. Je trouve que c'est peut-être avez-vous raison, mais en tout cas, moi, les Libanais que je connais sont extrêmement inquiets de cette guerre
Oui, actuellement, mais je parle parle de... Je pense qu'il ne faudrait pas généraliser. Mais par contre, je trouve que l'extrait que vous avez cité du président Macron tout à l'heure est tout à fait illustratif de ce que nous sommes en train de dire, et c'est ce qui a été relayé dans les médias aussi. Le discours, c'est le Hezbollah qui a entraîné le Liban dans la guerre, alors qu'on est en présence de violations du cessez-le-feu constant par Israël. Donc je crois que ce qui motive la politique des États européens, ou en tout cas de la France, c'est le soutien à Israël, comme vous l'avez dit. Ni la présence du FINUL, ni de militaires occidentaux globalement au Liban, ni les nombreuses résolutions de l'ONU qui existent depuis de nombreuses années, notamment sur les incursions israéliennes et sur la guerre avec Israël, n'ont empêché ces bombardements, n'ont dissuadé Israël de les faire. Est-ce que finalement le message qui est envoyé vers ceux qui vivent au Liban, même ceux qui vivent à Palestine, c'est que le droit international ne suffit pas, les instances internationales ne suffisent pas, et peut-être que c'est aussi une des raisons pour laquelle ils s'orientent vers la lutte armée ou la lutte organisée armée du moins. Oui, moi ça me semble assez logique si vous voulez, mais je dirais que en droit international, et notamment c'est très ancien dans les conventions du début du XXe siècle, notamment sur le droit de la guerre, il est tout à fait admis qu'une population faisant l'objet d'une invasion puisse combattre, puisse résister. C'est ce qu'on appelle dans ces conventions la levée en masse, et c'est tout à fait admis. Donc, si vous voulez, en droit international, il n'est pas du tout exclu, au contraire, qu'une population face à un agresseur ou un acte d'invasion, ou une forme d'invasion ou d'occupation, puisse prendre les armes pour y résister, si par ailleurs il n'y a pas d'armée qui puisse le faire. Oui, je pense que le Hezbollah, en période d'occupation israélienne, va remplir son rôle, c'est-à-dire son rôle d'un groupe de résistance qui est là pour expulser les soldats israéliens qui sont sur leur territoire. Jusqu'ici, le Hezbollah était devenu plus du tout un groupe de résistance, hein. C'était un groupe qui était totalement affilié à l'Iran, qui est allé réprimer la rébellion en Syrie, oui, qui est devenu une mafia, un parti politique extrêmement puissant, et donc il avait dépassé son rôle premier dans les années 80, qui était de résister contre la présence israélienne en territoire libanais. Aujourd'hui, le Hezbollah revient à son essence, c'est-à-dire à combattre et à repousser l'occupation israélienne dans le sud de Liban, dans le sud du Liban. Ouais. Plus généralement, c'est aussi ce genre de séquence qui renforce la popularité et la légitimité du Hezbollah, parce que tout comme le régime iranien dans le monde arabe a eu un regain de popularité dès lors qu'il était en conflit ouvert avec Israël, du moins en guerre avec Israël. C'est difficile à dire, dès lors qu'il n'y a pas de sondage, et puis c'est la population libanaise, elle est connue pour être très fracturée en fonction des communautés religieuses. Donc si vous demandez à un sunnite, peut-être que le sunnite va considérer que, pas tous les sunnites, mais certains vont considérer que les bombardements israéliens c'était dû aux quelques roquettes qui ont été lancées, les roquettes symboliques qui ont été lancées sur Israël par le Hezbollah. Un maronite va vous dire que c'est à cause du Hezbollah, un chiite peut vous dire que c'est à cause du Hezbollah, il peut vous dire que en fait il soutient le Hezbollah et que c'est plutôt Israël qui cherchait un bon prétexte à envahir le Sud-Liban comme ils essayent de le faire depuis un moment, et ils l'ont déjà fait par le passé. Donc je pense que la population libanaise est très fracturée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure pour les maronites, c'est pas du tout pour en faire un amalgame, hein, parce qu'il y a évidemment plein de maronites qui pensent différemment, mais beaucoup vous le diront avant l'entrée, les bombardements israéliens sur l'Iran et sur Beyrouth et cette invasion terrestre. Eh bien, beaucoup de maronites considéraient qu'il n'y avait pas la guerre au Liban, parce que le sud de Liban, pour eux, c'était pas vraiment le Liban, c'était éloigné. Et puis de toute façon, ils considéraient les populations chiites de cette zone-là comme ne faisant pas partie d'une espèce d'une république. Enfin voilà, et que ces gens-là avaient cherché le conflit justement avec Israël. Moi personnellement, je ferais pas de généralisation de ce type, donc je
Non, je ne généralise pas, mais ce discours existe au Liban et bien il sûr, existe mais je ne beaucoup dis pas que la chez la population communauté maronite. Je ne dis pas que la population n'est pas divisée au Liban, mais ça me semble un petit peu schématique tout de même. Mais vu la structuration de la politique libanaise à travers cette organisation par communauté, justement, enfin, je ne sais pas si c'est de la généralisation, mais c'est plutôt des points de vue qui s'expriment à travers des organisations communautaires. C'est pas, je me trompe pas en disant ça. Vous me corrigez ça a été exacerbé par la colonisation française, donc ça, on peut le reconnaître aussi. On va revenir sur la situation générale dans la région. Les pays arabes du Golfe, l'Arabie Saoudite notamment, ils se positionnent comment dans ces conflits, notamment sur le Liban. On sait que l'Arabie Saoudite est un allié très très proche des États-Unis. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle de médiation ? Alors non, il faudra que les États du Golfe fassent un rôle de médiation avec Israël, parce que les États-Unis, pour le coup, sur le Liban, n'ont pas la main. Donc, ou alors, il faudrait que les États du Golfe fassent pression sur les États-Unis pour que les États-Unis demandent à Israël d'arrêter le bombardement au Liban. Mais les intérêts, les intérêts vitaux et financiers et économiques pour les États du Golfe ne sont pas au Liban. Parce que, en fait, s'ils ont fait autant pression sur les Américains pour qu'ils cessent cette guerre vis-à-vis de l'Iran, c'est parce que l'Iran ciblait des infrastructures de désalinisation d'eau, des infrastructures pétrolières, et bloquait aussi le détroit d'Ormuz, qui est un détroit où les pays du Golfe exportent leur pétrole sur le monde. Donc, c'était une atteinte à la sécurité et à l'économie des pays du Golfe avant tout. Mais je ne sais pas si les pays du Golfe feront cette diplomatie, en tout cas essaieront d'obtenir un cessez-le-feu au Liban auprès des États-Unis et indirectement auprès d'Israël. Raphaël Maison, vous vouliez réagir ou pas du tout? Moi, je serais aussi un petit peu sceptique sur l'absence d'influence des États-Unis au Liban. Tout le monde sait que leur ambassade est absolument considérable. Lors des dernières négociations sur la constitution du gouvernement, ils étaient très présents. Vous avez eu énormément d'influence de l'envoyé spécial de Donald Trump, Tom Barrack. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser la place des États-Unis et l'influence des États-Unis au Liban. S'agissant des États du Golfe, il est très clair que ils ont soutenu, ils se sont ralliés aux côtés des États-Unis dans cette guerre contre l'Iran, parce que leur territoire accueillant des bases militaires américaines a été le lieu de départ finalement de l'agression contre l'Iran. Donc ceci, on l'a pas beaucoup dit, mais un État qui accepte que son territoire soit utilisé pour la commission d'un acte d'agression est lui-même auteur d'un acte d'agression, permettant donc des réactions en légitime défense contre les bases militaires états-uniennes qui se trouvent dans ces États. Donc je pense qu'ils sont extrêmement fragilisés en raison de ce conflit, parce que ils ont été impactés avec des attaques militaires contre des objectifs militaires se trouvant dans les territoires de ces différents États. Donc pour le moment, je pense qu'ils sont très embarrassés, mais pour le moment, ils ont très largement soutenu l'agression américaine. Et d'ailleurs, au Conseil de sécurité hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a une proposition de résolution portée par Bahreïn qui essayait de faire passer une validation pour une coalition internationale visant à intervenir militairement sur le détroit d'Ormuz. Donc ça, c'était porté par les États du Golfe. Et c'est bien sûr totalement hostile à cette résolution. Elle n'est pas passée en raison des vétos russes et chinois. Oui, Bahreïn étant, le pouvoir bahreïnien étant l'un des plus, hostiles à l'Iran du fait des tentatives d'ingérence iranienne sur sa population. Mais je serais un peu moins catégorique sur le fait que les États du Golfe ont soutenu l'offensive américaine sur l'Iran. De ce que je sais, c'est que les États du Golfe ont toujours essayé, même si elles disposent évidemment de bases américaines sur leur territoire et que ça a servi aux attaques sur l'Iran, mais les États du Golfe ont essayé le plus possible de
stopper cette guerre, de cette agression-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de négociations avant l'entrée en guerre pour éviter cette guerre. Je suis d'accord avec vous. Oui, entre la position du Qatar ou des Émirats, par exemple, il y a une variété de positions dans le Golfe. Oui, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que cette séquence, on a parlé du veto de la Russie et de la Chine pour la proposition du Bahreïn, mais est-ce que cette séquence, elle accélère justement le déclin de l'influence américaine, européenne, occidentale, globalement, au profit de la Chine et de la Russie? Clairement. Ce que je souhaitais dire, c'est que avant toute cette séquence catastrophique, en 2022, il y a eu un accord extraordinaire qui a été réalisé par la Chine. Et franchement, jusqu'ici, la Chine, diplomatiquement, n'avait pas fait de diplomatie comme ça pour rapprocher deux États en situation de conflit. La Chine a obtenu en 2022 un accord historique de non-agression, un pacte de non-agression entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc les deux pays se sont rapprochés alors que il n'y avait plus de représentation diplomatique iranienne en Arabie Saoudite et saoudienne en Iran depuis la pendaison de plusieurs chiites saoudiens qui avaient participé aux manifestations pendant les printemps arabes. Donc il y avait une brouille diplomatique qui était très importante à ce moment-là. En plus, les Houthis faisaient pression sur les Saoudiens au Yémen. Et donc, ce que la Chine avait réalisé à l'époque était, moi je dirais, un exploit diplomatique. Et ça a tenu, c'est-à-dire que c'était pas un accord trouvé symbolique. Ça a vraiment tenu sur le terrain. Moi, pour être allé au Yémen plusieurs fois, le cessez-le-feu entre les Houthis et le gouvernement et l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement yéménite était bien réel, même si sur les lignes de front il y avait de temps en temps des accrochages. Il n'y avait plus d'offensive, plus d'attaque. Et l'Iran avait vraiment repris conversation avec l'Arabie Saoudite. Bon, cet accord a été détruit par Israël et les États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que la Chine, d'un point de vue diplomatique, avait obtenu une grande victoire. Et le fait que là, la Chine et la Russie opposent leur veto à Bahreïn, ça me paraît relativement logique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est que les États-Unis sont apparus aussi comme étant un pays va-t-en guerre qui mettait en danger la sécurité des pays du Golfe. De par leur suivisme vis-à-vis d'Israël. Donc je pense que beaucoup de pays du Golfe vont se dire aussi on ne peut plus mettre nos œufs dans le même panier. Et c'était déjà le cas avant, c'est-à-dire on ne peut plus tout miser sur notre sécurité en étant totalement alliés avec les États-Unis. Raphaël Maison, est-ce que vous partagez cette analyse sur la perte d'influence des États-Unis dans la région ? Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais ça semble être une tendance. Évidemment, ce qui était intéressant aussi dans ce conflit, c'est la manière dont l'Iran a géré cette question du détroit d'Ormuz en demandant le paiement des cargaisons de pétrole ou de taxes en yuan. Donc l'idée ici, c'est évidemment d'attaquer aussi la domination du dollar. Donc ça peut être un élément extrêmement important, enfin en tout cas partiellement important dans l'affaiblissement de la domination mondiale des États-Unis. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu tôt pour dire qu'il y aura véritablement une perte d'influence définitive. En revanche, il me semble que ce conflit, qui n'est pas encore terminé, marquera une importance supplémentaire de l'Iran comme acteur régional extrêmement puissant, ayant acquis une forme de légitimité extrêmement importante. Oui, vous venez de le préciser, ce conflit n'est pas encore terminé, mais dans ce projet d'accord, l'Iran a beaucoup insisté vous l'avez dit au début, sur la protection de l'axe de la résistance. Ils ont même précisé dans les 10 points les groupes alliés à l'Iran, donc notamment les Houthis sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé, Quentin. Est-ce que cet axe de la résistance avec les Houthis, avec le Hezbollah, avec l'Iran, est devenu une puissance régionale incontournable au vu de ce projet d'accord? Ça l'était avant le 7 octobre. Aujourd'hui, l'axe de la résistance, il est en lambeaux. Le Hezbollah a été considérablement affaibli par la séquence.
Les Houthis ont leur propre calendrier, on l'a vu, ils ont mis 1 mois avant d'entrer dans la danse, et puis ils ont envoyé quelques missiles symboliques, ils ont fait quelques frappes coordonnées avec le Hezbollah, mais qui sont restés somme toute assez minoritaires, et puis ils sont très très loin d'Israël, donc c'est plus difficile pour eux de défendre ou alors de participer à la guerre contre Israël. Et puis bon, la Syrie de Bachar al-Assad c'est terminé, le Hamas est totalement affaibli également, donc l'axe de la résistance il existe quasi plus dans les faits, donc ça ce n'est plus du tout une force régionale. Après, avec tout ce qui s'est passé, tous les crimes commis par les États-Unis et Israël, ça sème un terreau vis-à-vis de la communauté chiite et zaïdite au Moyen-Orient. Un terreau qui va donner je ne sais pas quoi, mais dans les 10, 20, 30 prochaines années. Moi, je serais quand même plus sceptique sur cet affaiblissement définitif de ce que les Iraniens appellent l'axe de la résistance. Parce que les Houthis ont joué un rôle important, s'agissant en 2024-2025, avec le blocus de la mer Rouge. On a dit que le Hezbollah était totalement détruit, mais depuis quelques semaines, on voit qu'il y a quand même des succès militaires importants du Hezbollah. Quant à l'Iran, il a réussi, pour le moment, à défaire la première puissance militaire mondiale. Donc, je pense qu'on a pu effectivement essayer de dire que l'axe de la résistance, ce sont les termes employés par l'Iran notamment, était définitivement mort avec la chute de Bachar el-Assad, mais il me semble pas qu'aujourd'hui, ce soit exactement ce que l'on doive constater. Je vous laisse le mot de la fin, Quentin Müller, sur justement l'actualité chaude, c'est le Liban. Est-ce qu'il y a espoir que ce soit un conflit temporaire pour mettre la pression dans le cadre de ces négociations, où on se dirige vers une occupation longue et durable d'Israël du sud Liban? Bon, j'ai pas de boule de cristal, donc je vais pas me prononcer en disant ça va être comme ça, et parce que c'est très difficile. Enfin, on peut pas lire l'avenir évidemment, et je suis pas là pour ça. Mais dans les faits, aujourd'hui, il y a eu quand même une centaine de bombardements israéliens rien qu'aujourd'hui, et donc le Liban connaît une journée extrêmement sanglante et traumatisante. L'occupation israélienne est un peu difficile dans le sud parce que le Hezbollah connaît très bien le terrain, et donc c'est difficile pour eux de se focaliser, de se baser, et l'armée israélienne, je pense, est extrêmement éprouvée après des mois et des mois de génocide à Gaza et d'interventions militaires ici et là. Donc est-ce que Israël aura les reins pour rester, continuer de bombarder autant le Liban? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté politique, et une volonté politique, donc entre guillemets, d'éradiquer le Hezbollah, chose qui n'est pas possible de faire à travers des bombardements, et même si on rasait tout le Liban, ça serait pas possible de le faire, parce qu'on le voit bien, ils n'ont pas réussi à éradiquer le Hamas à Gaza. Donc l'objectif est inatteignable, mais il y a aussi une volonté d'occupation et d'extension du territoire israélien au Liban et dans le sud Liban. Et il est probable, et c'est une hypothèse, c'est un scénario qui peut malheureusement se passer, c'est que les terres qui sont occupées par les Israéliens ne soient jamais rendues, et que bien des années plus tard, ou bientôt, des colons israéliens établissent des colonies dans le sud du Liban. Et sur le modèle de la Cisjordanie. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Raphaël Maison, je rappelle que vous êtes professeur de droit public et spécialiste en droit international. Quentin Müller, grand reporter, journaliste, spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup. Merci.